Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mathieu Broussol de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Alors Mathieu, tu es l'ex-gérant d'un des derniers vidéoclubs de France, mais tu es surtout connu pour ta chaîne YouTube, dont le lien sera dans la description, chaîne sur laquelle tu nous présentes des films obscurs et étranges. Comment vas-tu Mathieu? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Alors je te propose qu'en guise de présentation, tu nous racontes comment t'es venue ta passion pour le cinéma. Alors à la base c'est parti de très loin parce que je suis vraiment passionné de cinéma depuis que je suis gamin en fait. Mon premier souvenir de cinéma, je crois que c'était vraiment SOS Fantôme. J'ai fait un blocage dessus à l'âge de 6 ans et parmi les premiers mots que j'ai su lire et écrire, il y avait Steven Spielberg. Ce qui fait que quand je prenais le programme télé et que je voyais son nom marqué quelque part, je disais à mon père, tiens voilà, bah, on a un magnétoscope donc tu m'enregistres ce film, peu importe ce que c'est. C'est comme ça que j'ai vu bah, toutes les productions Amblin, enfin Retour vers le futur, Gremlins, enfin tous ces trucs-là, et que j'ai vu après les films de Spielberg, que ensuite ma mère m'avait interdit de regarder Les Dents de la Mer. Donc petite frustration à ce moment-là, donc Mathieu pas content. Donc je me suis mis en tête en fait de voir tous les trucs que moi j'estimais être cool, parce que l'image en fait dans le programme télé me plaisait, mais qu'on m'interdisait de regarder parce que bah, c'était pas encore de mon âge quoi. Après j'ai compté les jours jusqu'à ce que SOS Fantôme 2 arrive au cinéma. Donc c'était en 1989, donc j'avais 8 ans. J'ai pris une grosse claque et apparemment je suis pas le seul parce qu'on a un paquet à avoir été traumatisé par ce film, chacun avec des scènes différentes en plus. Et le truc c'est que ouais donc ça m'a vraiment ça m'a remis une pile quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment parti dans les films fantastiques, les trucs horrifiques, bizarres et tout. Vraiment même à 8 ans j'étais déjà à fond dedans. Et pendant toute mon adolescence, j'ai continué en fait à regarder ce genre de film, tout en ranchonnant à chaque fois que je pouvais pas voir un film parce que j'étais trop jeune pour le regarder quoi. Jusqu'au jour où j'ai eu mon propre magnétoscope et où j'ai fait mes enregistrements perso et où j'ai regardé des trucs que j'aurais pas dû voir en fait, mais qui m'ont, bah, qui me ravissaient à chaque fois parce qu'à chaque fois c'était des découvertes de dingue. Et mais jusqu'à ce moment-là, c'était une passion, mais enfin, c'était pas une passion qui prenait le pas sur toutes les autres, dans le sens où voilà, enfin, je sortais avec mes copains, j'allais faire du vélo, je jouais à la console, je lisais des BD, enfin vraiment un truc normal quoi. Mais c'est devenu une passion vraiment dévorante à partir du moment où je suis allé voir en fait un film totalement au pif au cinéma, partant du principe que la critique concernant le film en question, je ne l'avais pas comprise. Et grosso modo, ça disait le film est génial, mais on comprend rien. Et moi, du haut de mes 20 ans, j'étais là à me dire mais quel est l'intérêt en fait d'aller au cinéma pour mater un film qu'on comprend pas, enfin c'est débile. Et voilà, ça, je comprends pas, je vais y aller. On était en 2001, novembre 2001, et le film en question c'était Mulholland Drive, et j'ai pris juste la claque de ma vie. Et je suis ressorti, j'étais en transe quoi. À tel point que enfin, entre l'appart et le cinéma, je crois qu'il y avait une demi-heure de marche et putain, pourtant c'était tout droit. J'ai trouvé moyen de me paumer. Le lendemain, j'avais un examen d'infographie, je l'ai foiré pour un demi-point tellement j'étais encore dans le truc. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de tout abandonner pour vraiment me mettre à fond dans le cinéma et pour m'intéresser davantage à tout ce que j'avais balayé d'un revers de la main auparavant en disant non, c'est du cinéma d'auteur, c'est pas intéressant. Non, c'est un film qui date d'avant ma naissance, bah, c'est pas intéressant. Voilà, et j'ai pris claque après claque et je me suis encore plus mis dedans. Et le cinéma est devenu vraiment d'un passe-temps ou petite passion, c'est devenu vraiment ma passion première, avec encore une fois cette espèce d'amour pour les films un peu barges qui venaient de l'enfance, mais qui a explosé quand j'ai vu Mulholland Drive, où en fait ma passion pour le cinéma bis, euh, je pense qu'en fait si je creuse un petit peu, c'est d'une certaine façon, j'essaye de revivre la claque que j'ai prise en novembre 2001 face à Mulholland Drive. Le fait de rechercher des films tous plus dingues les uns après les autres, enfin tous plus dingues les uns que les autres. J'espère, enfin secrètement revivre un truc aussi fou que ce que j'ai pu vivre ce soir-là, ouais. Donc voilà, ça s'est passé en 2 temps, ouais. Et comment t'en es venu à te dire je vais ouvrir un vidéoclub? Alors le vidéoclub, ça s'est fait, je crois, en 2011 ou 2013, 2012. Ouais, grosso modo, il y a 7 ans en arrière. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu l'idée en 2011 ou 2012 et ça s'est concrétisé début 2013, janvier 2013. Et grosso modo, bah, ça faisait très longtemps, ça faisait des années
quand j'avais des copains qui savaient pas forcément quoi regarder entre tel film et tel film, ils m'ont envoyé un message pour me dire écoute Mathieu, on n'arrive pas à se décider, qu'est-ce que toi tu choisirais par rapport à tel film, tel film, tu connais nos goûts, voilà, enfin lequel tu choisirais. Et après moi j'ai essayé de les conseiller au mieux et d'expliquer mon choix. Et au bout d'un moment, quand je suis arrivé sur Lyon, je me suis dit bah tiens, il va falloir que je bosse et pourquoi pas faire ça en fait. Quand je suis arrivé à Lyon, je suis tombé sur un vidéoclub et j'ai été le premier étonné que ça existe encore. Parce que j'avais fréquenté plusieurs vidéoclubs quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Mais voilà, quand Internet est arrivé, dans ma tête, c'était acté que les vidéoclubs avaient déjà commencé un petit peu à péricliter et que voilà, on n'allait plus forcément en avoir des masses quoi. Donc j'étais très content qu'il y en ait encore, mais aussi surpris que ça tenait encore debout quoi. Et je me suis dit voilà, moi qui adore conseiller des films aux gens, pourquoi pas travailler là-dedans si le truc continue encore de tenir sur ses jambes quoi. Et donc l'idée a commencé à mûrir à ce niveau-là. Et puis il m'a fallu, je sais pas, un an et demi en fait pour mettre le truc sur pied, pour convaincre les banques et trouver un local qui soit suffisamment grand pour faire ce que j'avais en tête. Et le truc voilà donc a démarré en 2013, ça a duré 5 ans. Il y a pas mal de personnes en fait qui me donnaient 6 mois d'existence parce que voilà, créer un vidéoclub dans les années 2010 c'est chaud quoi. Euh, C'était pas gagné d'avance non. Mais voilà, donc ça a été très clairement, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a rendu riche, loin de là. Mais par contre, avec le recul, c'est quelque chose que je referai, peut-être un peu différemment, mais que je referai quand même parce que ça m'a permis, mine de rien, de rencontrer énormément de personnes, des clients qui depuis sont devenus des potes, et aussi, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, de créer ma chaîne. Suite à des remarques en fait de clients, c'est quelque chose que j'avais jamais ça m'avait jamais traversé l'esprit si on m'avait pas parlé un minimum de YouTube quand j'étais dans le magasin, quoi. C'est marrant quand même ça d'ouvrir un vidéoclub à cette période. Déjà, je me souviens qu'en 2011-2012, je voyais les vidéoclubs de ma ville fermer et il restait quelques bornes automatiques, mais à part ça... Ouais, moi j'ai eu la dernière de Lyon en fait. Parce que quand je suis arrivé, très clairement, c'était vraiment pas le moment pour créer ce genre de commerce. Et heureusement, je suis tombé sur quelqu'un qui comprenait un petit peu ce que je faisais. Donc c'est ça qui m'a permis en fait de signer pour ouvrir mon vidéoclub. Mais je savais pertinemment que en créant ce truc en ouvrant en 2013, j'allais pas non plus tenir pendant 20 ans quoi. Mon objectif c'était de faire 7 ans et puis après de passer à autre chose. Bon, j'en ai fait 5 donc c'est pas non plus totalement dégueulasse. Non, c'est pas un échec. Mais le truc, c'est que voilà, je savais pertinemment que je mettais les pieds dans quelque chose d'assez compliqué. Mais j'avais quand même envie de tenter le coup. J'avais envie de me frotter à ça et de tenter le coup dans le sens où il y avait quand même pas mal de personnes autour de moi qui me disaient voilà, ce système en fait de conseiller la personne, de faire découvrir des films qu'on connaîtrait pas forcément si quelqu'un nous poussait pas un petit peu à les voir, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque et en fait on aime bien ça. Et j'avais en fait énormément de personnes qui rentraient dans le magasin en me disant putain mais c'est fou ça existe encore. Et moi je dis oui ouais je suis encore là quoi. Et qui rentraient un petit peu parce qu'ils avaient vu de la lumière quoi. Mais qui après à force de discuter sont venus des clients réguliers et comprenaient très vite l'intérêt de venir et de payer 2-3 euros en fait pour repartir avec un film que la télé ne diffuse plus, que les services de VOD, Netflix en tête, ne passeront jamais, mais qui est au final infiniment plus intéressant que le truc qu'on regarde sur TF1 entrecoupé de 15 coupures pub et qu'on oublie aussitôt dès que le générique se met à défiler 2 heures plus tard, quoi. Donc voilà, mon but c'était vraiment de conseiller au mieux les gens, mais d'un autre côté de leur faire découvrir des petites pépites, des petits machins qui sont passés un petit peu sous le radar quoi. Moi il n'y a rien que j'aimais plus qu'une personne qui arrivait avec des idées très arrêtées en fait, très précises sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien. Et moi j'allais totalement à l'encontre de ce truc et des fois ça prenait des semaines, voire même des mois pour que j'arrive en fait à mes fins. Et à faire louer tel film à une personne qui à la base ne voulait absolument pas le regarder parce qu'elle est partie sur un a priori à la con
Et moi, je me rappelle comme ça de petites victoires ouais, qui faisaient plaisir, quoi. Enfin, du genre, j'avais, ça c'est un truc que je raconte souvent, mais j'avais une cliente qui était à fond dans tout ce qui était nouvelle vague française, donc très bien, mais qui ne comprenait mais foutrement rien à tout ce qui était cinéma de genre. Donc le fantastique, la SF, l'horreur, pour elle c'était exactement la même chose. Et quand je dis non, non, ça marche pas comme ça, en fait, il y a plusieurs, c'est plusieurs genres en fait qui sont voisins, mais c'est pas les mêmes en fait. Et ouais, mais Alien, le truc dans l'espace, là, le truc gore et tout. J'ai dit non, c'est pas gore, Alien. Enfin, c'est. Ouais, mais les films de science-fiction, SOS Fantôme, tout ça. J'ai dit non, non, mais c'est. Enfin, non, on va tout reprendre depuis le début. Et tu vas arrêter tes conneries et tu vas regarder un film que tu connais pas. Et en fait, ça s'appelle Morse. C'est un film suédois. Elle fait oulala, oulala. J'ai dit c'est un film de vampire. Faut, ah non, non, jamais. J'ai dit si, tu vas regarder ce truc-là. Et je sais pas, j'ai insisté pendant des semaines quoi, pour qu'elle regarde ce truc. Et au bout d'un moment, elle a fini par céder. Elle l'a embarqué. Elle l'a regardé avec son mari. Et le lendemain, c'est le mari qui est venu me rapporter le DVD en disant voilà. Elle s'est endormie devant parce que c'est le deuxième film qu'on a regardé, c'était 1h du matin. Donc moi je suis allé jusqu'au bout, franchement c'est un chef-d'œuvre, on a adoré. Elle est dégoûtée de ne pas avoir vu la fin parce que vraiment elle était à fond dedans. Mais voilà, merci pour la découverte parce que franchement c'était cool. Quelques semaines plus tard, elle passe au magasin. Je dis ah bah écoute, est-ce que tu as pu finir de voir le film? Est-ce que tu l'as regardé ailleurs ou quoi? Elle fait oui, bah écoute là il est passé sur une chaîne du satellite ou je sais pas quoi. Et j'ai enfin pu voir comment le film se terminait. Et en fait ouais, t'as eu raison d'insister, vraiment le film c'est un chef-d'œuvre. Donc bah écoute, merci. Enfin j'ai découvert un truc à la base qui m'intéressait absolument pas quoi. J'ai dit bah écoute très bien, on va pas en rester là. Tu vas repartir avec un autre film. Et ce coup-ci c'est un film en noir et blanc des années 30, ça s'appelle Freaks. Et c'est obligé que tu aimes. Il fait oulala, mais attends, mais mon mari va tirer une tête pas possible et tout. Je lui ai ramené un truc en noir et blanc des années 30 avec des monstres et tout. Je lui ai dit, en plus, c'est des vrais monstres. Il fait oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lui ai dit, non, non, regarde le film, on en reparle demain. Donc, elle embarque le truc. Et le lendemain, pareil, elle fait oh putain, chef-d'œuvre et tout. Enfin, je vais aller à la Fnac, je vais l'acheter parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. J'ai dit, écoute, je t'ai montré ce qui est pour moi un des plus grands films fantastiques, un des premiers chefs-d'œuvre du cinéma fantastique, Freaks en l'occurrence. Je t'ai montré aussi ce qui est un des derniers en date à mes yeux, donc Morse. Bah écoute, maintenant je vais te montrer tout ce qui est au milieu. Et là, elle me dit, ok, c'est bon, là je conteste plus, voilà. Et mais encore une fois, tu vois, il m'a fallu des mois pour arriver à faire sauter cette espèce de verrou en fait qu'il y avait, qui faisait qu'elle elle comprenait absolument pas le cinéma de genre. Et il y avait plein d'a priori qui étaient faux en fait. Et moi, je savais que en insistant, j'allais arriver en fait à l'intéresser. Si je me retrouve face à quelqu'un où je vois que vraiment il n'y a rien à faire et que je perds mon temps, j'insiste pas, tu vois. Si la personne en fait est bloquée sur les tuches, les ch'tis, camping et toute la chiasse française à ce niveau, tu vois, je la laisse dans son caca et j'insiste pas, tu vois. Mais par contre, si je vois que la personne est un minimum cinéphile et que je vois qu'en face il y a du répondant, je vais insister. Je vais insister, je vais essayer de pas trop non plus être lourd, tu vois. Mais je vais essayer de ramener un petit peu le truc sur le tapis quand je vois qu'il y a une ouverture. Et 9 fois sur 10, en fait, j'arrivais à mes fins, quoi. Et c'est ça qui était vraiment jubilatoire, c'est d'avoir, entre guillemets, contribué, en fait, à la découverte de films qui sont maintenant devenus des films de chevet pour des personnes qui, à la base, n'étaient pas du tout attirées par les films en question, quoi. Et ça, c'est un truc que vraiment, c'est le truc que je préfère dans le boulot, quoi. Travailler entouré de films et conseiller des gens, c'est un peu le rêve de tous les cinéphiles. Ah ouais, bien sûr. C'est puis t'es entouré de DVD, puis forcément au bout d'un moment tu commences à les connaître par cœur, tu vois. Dans le magasin j'en avais, enfin dans le vidéoclub j'en avais entre 3000 et 3500 je crois, et je les connaissais tous par cœur. Je savais précisément où est-ce qu'ils étaient rangés, je savais s'ils étaient sortis, s'ils étaient encore dans le magasin. Depuis que le magasin a fermé, donc en fin 2017. Je travaille donc dans un autre magasin de DVD, mais ce coup-ci en tant que simple employé. Donc c'est un magasin d'achat, enfin un truc de vente. Donc là c'est plus de la location, mais par contre je continue en fait à conseiller les gens et le nombre de références a sensiblement augmenté, tu vois. Enfin on en a entre je crois 18 et 20 000. Il m'a fallu un petit peu plus de temps pour les apprendre et connaître les emplacements, tout ça. Mais la finalité, ça reste la même, quoi. C'est de conseiller au mieux les gens. Et il y a un côté jubilatoire de qu'est-ce que vous me conseillez comme film? J'aime ça et j'aime ça, je voudrais découvrir quelque chose. Et paf, t'as le film en fait qui te vient en tête tout de suite. Tu sais où il est rangé et tu vas le chercher, tu le mets dans les mains du client. Tu lui parles un petit peu du film et tu vois si ça match ou pas. Si ça match, très bien. Si ça va pas, bah tac, tu rebondis sur autre chose et puis voilà, quoi.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les derniers vidéoclubs qui survivent sont plus devenus des musées ou des endroits où, comment dire, où il y a des activités, mais pas forcément où on y loue des films. Ou du moins, pas forcément des endroits où on fait que y louer des films. Par exemple, c'est devenu un lieu un peu culte où on tourne des émissions comme Tabs ou le truc de Combini, là. Ah bah, ouais, franchement, tu crois pas si bien dire parce qu'il y a quelques jours, on m'a envoyé un message pour me dire voilà, est-ce que ton vidéoclub existe encore? Si oui, est-ce qu'on pourrait venir, est-ce qu'on peut venir tourner un truc dedans? J'ai dit bah écoute, non, le truc il a fermé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Par contre, je travaillais dans un magasin de DVD, donc oui, à la rigueur, on peut tourner là-dedans. Mais voilà, il y a une espèce, comme tu dis, de nostalgie par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, tu as toute une génération qui n'a pas connu, qui voit ça à travers cette espèce de mode revival années 80 qu'on est en train de, qu'on est en train de vivre ou de subir, ça dépend comment on voit les choses, depuis un petit moment. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont extrêmement contentes de voir que tu as des résistants et tu as des vidéoclubs qui tiennent encore debout et qui vont aller y faire un tour juste pour voir un petit peu ce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de connaître avant, et pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance et voir vraiment si c'est aussi cool que ce qu'on pouvait en dire. Et très rapidement, je pense qu'ils se rendent compte que bah oui, parce que le conseil c'est quand même autre chose qu'un algorithme à la con qui va te conseiller toujours les mêmes trucs sur Netflix ou sur Amazon, et que voilà, enfin c'est des lieux qui sont qui inévitablement vont devoir fermer un jour ou l'autre, mais qu'on essaie de préserver le plus possible. Le truc, c'est que voilà, tu as des vidéoclubs qui essayent un petit peu qui ont parfaitement compris ce truc-là et qui changent un petit peu leur fusil d'épaule et qui ne font pas que de la location vidéo et qui vont se diversifier en faisant des soirées, en faisant des projections, ce genre de trucs. Alors moi, j'en ai fait un petit peu dans le magasin. On faisait des ventes d'affiches, on a fait des projos. Donc c'était des trucs où à chaque fois tu vois c'était blindé quoi, parce que vraiment encore une fois t'as une ambiance qui est vraiment cool. Mais voilà, aujourd'hui je pense que si tu veux survivre en tant que vidéoclub face au streaming et face au fait que bah, t'as toute une génération qui n'a pas connu ça et qui ne comprend pas pourquoi il faut se déplacer pour avoir accès à la culture, sachant que avec un clic tu peux l'avoir sur internet, légalement ou également, ça c'est une autre histoire. Bah voilà, enfin enfin c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Puis j'imagine que maintenant, avec la VOD, ou même le téléchargement illégal, c'est un peu compliqué de tenir vidéoclub, dans le sens que pourquoi les gens euh, se déplaceraient pour voir un film alors qu'ils ont accès depuis chez eux à un catalogue plus grand que ce que n'importe quel vidéoclub pourrait leur offrir. Ah oui, bien sûr, très clairement en fait, si tu gères un magasin de DVD mais que tu n'as pas de plus, enfin que tu n'apportes pas de plus-value, la personne en fait elle vient t'en acheter un, deux, puis après elle rentre chez elle en fait. Donc vraiment les magasins qui arrivent encore à tenir, soit ils ont un choix qui est vraiment extrêmement intéressant, soit ça va être les prix, soit ça va être les conseils. Dans le meilleur des cas, tu auras les trois. Mais s'il n'y a pas ça, bah ouais, en fait, la VOD, ça suffit, quoi. Par contre, voilà, plus le temps passe et plus le consommateur de support physique a tendance à devenir une espèce de fétichiste. Moi, le premier. Le truc, c'est que plus on avance et plus le marché de la vidéo physique se casse la gueule, et plus il faut trouver en fait des solutions pour qu'ils puissent se maintenir, sachant que c'est une espèce de paradoxe, mais on a un des meilleurs marchés physiques au monde en termes de qualité, en termes de diversité, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment préserver. Je pense que tu as dû voir passer ce truc-là, mais récemment il y a eu ce qu'on appelle l'appel des 50, qui maintenant est devenu l'appel des 70, où voilà, c'est les 70 éditeurs de films en France lancent une espèce d'appel pour obtenir un soutien. Vu que la période, la période pendant le confinement, ça n'a pas été non plus tout rose au niveau des ventes, et que voilà, c'est un secteur qu'il faut soutenir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les éditeurs ont plus tendance à miser sur des belles éditions qui apportent une vraie plus-value, genre un livret, des bonus, etc. Et même, je me demande si même s'ils vendent beaucoup moins, ils n'arriveraient pas à se rattraper en vendant beaucoup plus cher au final. Ouais. En fait, c'est une espèce de paradoxe, mais
depuis plusieurs années, le marché est vraiment en train de changer. Et paradoxalement, on n'a jamais eu autant de super films qui sortent en DVD, alors que le marché n'a jamais été aussi fragile. Euh, l'explication, en fait, elle est toute simple. C'est que les gros éditeurs voient que de toute façon, le streaming, la VOD, tout ça, c'est en train de tout bouffer. Donc prennent de moins en moins de risques quand il s'agit d'éditer des films en DVD et vont en fait se focaliser sur les trucs qui rapportent du pognon, quoi. Donc ça va être les Marvel, ça va être Star Wars, ça va être les Danny Boone, ça va être les trucs entre guillemets popcorn grand public, et les petits films un peu obscurs qui dormaient sur des étagères dont les éditeurs ne savaient pas forcément quoi faire depuis des années vont être vendus à des petits éditeurs qui eux par contre seront très contents de vendre le film et de faire 1000 ou 2000 ventes. Donc c'est pour ça que généralement c'est des films qui sortent dans des tirages limités. Mais par contre, le petit éditeur va faire une édition collector et il va la soigner. Et au final va sortir un produit qui sera infiniment plus réussi, plus qualitatif et plus complet que si c'était le gros éditeur qui s'en était chargé à la base. Il y a énormément d'exemples en fait que je peux citer, mais il y en a un que je trouve assez parlant. C'est il y a un petit peu plus d'un an en arrière, enfin 2 ans maintenant, il y a Studio Canal qui est allé voir Jean-Baptiste Auré pour lui dire voilà, on a énormément de films en fait qui dorment sur des étagères. On ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que ça te dirait qu'on te finance pour que tu nous sortes une collection? Donc c'est une collection qui s'appelle voilà, Make My Day, pour que tous les mois environ il y ait un film qui sorte en combo DVD Blu-ray, parce que c'est des films vraiment on sait pas quoi en foutre, quoi. Et en fait ça marche super bien dans le sens où il y a des films qu'on cherchait depuis extrêmement longtemps. Voilà, la route de Salina, c'était une arlésienne de fou, et le truc a été restauré, il est ressorti. Là, le Blu-ray est juste à côté de moi, et il y a plein de films comme ça qui étaient attendus, mais depuis des années, quoi, et qui en fait dormaient sur une étagère, et l'éditeur en question n'en faisait rien, quoi. Et attends, il y avait un autre exemple aussi, c'était un film de Giulio Costi, La mort a pendu à neuf, qui était même chose en fait, une arlésienne, et le truc dormait sur une étagère et était même référencé sous un nom qui était pas le bon, tu vois. Donc on pouvait toujours l'attendre, et ce qui fait que voilà, enfin c'est une espèce de paradoxe, mais la période a jamais été aussi bonne en termes de variété de films. Tu vois, t'as le Chat qui fume qui à la fin de l'année va sortir La Traque, qui est peut-être l'arlésienne absolue en termes d'édition de films de genre en France. Donc Oui, bah la track, il me semble qu'il est trouvable uniquement en VHS RIP. Oui, c'est un VHS RIP. Ouais, ouais, le truc est dégueulasse, mais ça rend absolument pas justice au film. Enfin, le film, c'est un monument, mais ça y est, enfin, on va l'avoir en édition, enfin, dans une édition qui est absolument parfaite, quoi. Si on avait dû attendre, on aurait attendu, en fait, extrêmement longtemps, parce que apparemment, d'après ce que me disait Stéphane Duchat qui fume, logiquement, c'était Warner qui avait les droits, et ils en auraient jamais rien fait, en fait. Donc, voilà, ça s'est bien goupillé, on va l'avoir, tant mieux. Mais voilà, enfin c'est des éditions qu'il faut soutenir, parce qu'il n'y a que en achetant ce type d'édition, ce type de film, qu'on pourra en avoir d'autres derrière, quoi. Et il y a encore pas mal de films qui restent bloqués pour des histoires de droit ou quoi, qui n'ont pas encore eu d'édition digne de ce nom, quoi. Voire même d'édition tout court. Alors je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet des éditions. Est-ce que tu as des anecdotes qui impliquent des clients bizarres ou relous, enfin des trucs un peu marrants à nous raconter? Oula, oui, plein. Alors, très franchement, quand j'étais dans mon vidéoclub, je t'avoue que c'est pas ça qui manquait. J'avais. Je pense que t'as dû voir Clerks de Kevin Smith, où t'as tout un passage en fait avec des clients un peu compliqués, un peu monomaniaques ou quoi. Bah écoute, c'est très éloigné de la réalité, parce que je t'avoue qu'en vrai, c'est 100 fois pire. Et. Non, personne n'est mort dans mes WC, mais j'ai eu des trucs vraiment compliqués. Je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je vais quand même essayer de garder l'anonymat des personnes en question. Mais pour faire court, Mais il y a des profils types de clients? des profils types, t'as la personne en fait qui rentre parce qu'elle a vu de la lumière et qui se dit tiens, ça existe encore, donc ça on en a parlé tout à l'heure. T'as la personne qui rentre mais qui ne sait pas quoi louer, donc faut aller l'aider, il faut aller lui poser des questions. Ça dans l'ensemble, tu vois, c'est plutôt agréable. T'as la personne qui est super vénère,
parce qu'elle n'arrive pas à trouver un film, et du coup, si t'as le malheur de ne pas l'avoir, tu te fais engueuler. Ça arrivait 2-3 fois aussi. T'as le petit jeune en fait qui a 13-14 ans, qui s'est pris une claque avec un film bien précis, qui du coup veut découvrir tout le cinéma en fait. Et ça vraiment, ça c'est génial. Et des fois, enfin, je restais des heures à discuter avec un gamin pour lui expliquer les différents courants de cinéma qu'il pouvait y avoir, les styles pays par pays, tout ça. Puis il prenait des notes et tout. Enfin, c'était passionnant. Mais au niveau des clients un peu foufous, j'ai eu un papy qui était un petit peu particulier, qui, quand il n'arrivait pas à m'avoir au téléphone, il me laissait des messages d'amour sur le répondeur. Et je t'avoue que j'ai toute une collection parce que mes potes ne me croyaient pas, donc au bout d'un moment, je les ai archivés. Et je dois avoir 20 minutes, 20 minutes de déclaration enflammée qui part sur un disque dur, quoi. J'avais aussi un gars qui est arrivé avec un sac rempli de DVD, mais tu sais, les grands sacs, les grands trucs énormes là. Euh, et il me disait voilà, je vous vends toute ma collection. J'ai dit oui, enfin c'est quoi? C'est un style de film un peu particulier, on appelle ça les films de lavement. J'ai dit ouais, non, ça m'intéresse pas. Je vous explique le principe. En fait, il y a une personne dans une baignoire. Au début, la baignoire est propre, et 20 minutes après, la baignoire est sale. J'ai dit oui, non, je pense avoir saisi, mais vraiment, ça m'intéresse pas, quoi. Il fait ouais, non, j'en ai plus de 200. Je peux vous en vendre un petit peu si ça vous intéresse. Je dis non, mais pour la troisième fois, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et là, je me rappelle, il y a une femme qui est rentrée dans le magasin, et du coup, le mec est devenu tout rouge, et il est reparti. Je l'ai jamais revu. J'ai eu aussi, alors ça, je crois que c'était fin 2015, non, fin 2014, un gars, alors lui, il avait un sérieux problème, qui était, alors ça, je pense que je l'ai découvert après, qui était schizophrène, et qui confondait la réalité avec la fiction. Et un jour, j'ai eu le malheur de lui louer Hostel 2, et il s'était mis en tête que, à un moment donné, dans le milieu du film, je crois, t'as une personne qui est suspendue par les pieds et qui se fait égorger. Il était persuadé que la personne dans le film, c'était sa sœur, et que j'avais participé à son meurtre, et que du coup, il fallait que je paye, quoi. Donc avant de repasser dans le vidéoclub, il est allé à la Fnac, il avait acheté tous les hostels de la Fnac. Donc il est arrivé avec un sac rempli de DVD de hostels, quoi. Et il m'a engueulé en me disant mais c'est toi, elle est morte à cause de toi et tout. J'ai eu beau lui expliquer que non, c'était une actrice et que c'était un film et qu'il fallait arrêter d'être con, euh, ça ne rentrait pas. Et donc le ton a commencé à monter, et au bout d'un moment il a dit mais de toute façon je vais te faire la même chose, je vais te couper la tête et tout parce que mes malheurs c'est à cause de toi, machin. Et là il m'a sorti un petit couteau suisse, il a commencé à me menacer, donc le ton a commencé à monter encore plus, et au final j'ai gueulé plus fort que lui, et en fait il est parti. Et il est revenu une semaine après pour s'excuser. Il s'est excusé pendant, je sais pas, 20 minutes, quoi, en me disant pardon, je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris, machin. Et après, il m'a expliqué enfin, des trucs totalement aberrants sur sa famille, sur son papa qui était allé sur la Lune ou je sais pas quoi. Enfin, donc là, j'ai compris vraiment qu'il y avait un gros souci, qu'il fallait pas trop le contrarier. Euh, voilà, donc pourtant, enfin, le plus dingue, c'est que c'était une personne qui était vraiment. Enfin, avec qui j'avais des bons rapports, avec qui je discutais à peu près normalement, tu vois. Mais quand il partait dans ses délires, des fois c'était extrêmement compliqué, quoi. Voilà, donc ça c'était le moment le plus, le plus chaud que j'ai pu vivre en 5 ans. Mais après, voilà, tu vois, enfin, je pense que c'est vraiment. Il y en a eu des tonnes d'autres, hein, mais vraiment, je vais te citer que ceux-là. Il y en a eu des tonnes d'autres, mais après, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à toutes les personnes qui tiennent des commerces et qui sont en contact avec de la clientèle, quoi. Après, peut-être que dans les vidéoclubs, on a, je sais pas, enfin, une espèce de don pour attirer des personnes un peu chelou. Parce que je t'avoue que le samedi, passé 17h, je sais pas, il y a l'impression qu'ils se donnaient tous rendez-vous chez moi, tu vois. Mais par contre, ouais, dans le magasin où je travaille actuellement, il y a des clients des fois un petit peu particuliers, comme il y en a dans d'autres magasins, comme j'ai des collègues aussi qui m'expliquent de temps en temps des trucs un peu dingues. Voilà, ça n'a pas été spécifique à moi, c'est vraiment pour tout le monde en fait. Mais voilà, ça c'est ceux qui me reviennent à l'esprit. J'espère juste que la dernière personne va un petit peu mieux aujourd'hui que ce que j'ai pu voir il y a quelques années en arrière. Mais voilà, enfin, dans l'ensemble, j'en garde des bons souvenirs, quoi. Souvent sur Twitter, tu racontes les anecdotes qui t'arrivent au boulot en tant que vendeur de DVD, c'est souvent assez marrant. Ah ouais, parce que des fois,
même en ayant été rodé depuis pas mal d'années, tu vois, enfin, je continue encore d'halluciner sur certains trucs. Enfin, un jour, j'ai une mémé qui est arrivée qui m'a demandé Human Centipede 2. Et j'ai dit, mais vous savez ce que vous achetez? Il fait, oui, oui, parce que le premier, c'est bien celui qui se passe dans la maison avec le docteur, là, et il les coule les trois ensemble et tout. J'ai dit, ouais, alors, non seulement elle savait ce que c'était, mais en plus, elle l'avait vu. Et du coup, elle voulait voir la suite. Elle a regardé ça, en fait, avec une copine le soir de Noël. Donc, bah, respect aux grands-mères de Lyon, tu vois, parce que franchement, tu vois, il y a du niveau. Mais, enfin, tu vois, ça me surprend, ça me fait rire, mais je cherche même plus à comprendre. Je cherche même plus à comprendre. Ouais, c'est rigolo, tu vois. Enfin, j'ai une autre mémé un petit peu après qui m'a acheté Cannibal Holocaust, tu vois, mais tu vois, j'ai pas relevé plus que ça. Mais tu vois, avant-hier, j'ai eu un gars qui est arrivé dans le magasin qui m'avait acheté un Théo Sara de Bertolucci et qui m'a dit le film il est bien. Je suis bah écoutez, oui, oui, il est très bien. Il fait non, mais ce que je veux dire, c'est pas trop un film de femme. Et tu sais, là, j'ai pas su quoi répondre. Et j'ai dit, mais ouais, dans quel sens? Il fait non, mais enfin, je veux dire, c'est pas trop chiant. Enfin, il y a un petit peu d'action quand même. Et avec mon collègue, on s'est regardé. Je dis, bah, je sais pas quoi vous dire. Enfin, il y a des beaux paysages. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il fait, ah bah, c'est bon, très bien, je le prends, quoi. Voilà, et des fois, c'est tellement aberrant ce qu'on te sort que du coup, tu bugs, tu sais pas quoi faire, si ce n'est encaisser et dire merci, au revoir, quoi. Et foutez-moi la paix. Voilà. Donc non, non, c'est vraiment... tu questionnerais n'importe quelle personne en fait qui tient un magasin de DVD, que ce soit de la vente ou de la location. On a tous en fait nos clients un peu particuliers, mais après voilà, ça fait partie du truc, tu vois. Heureusement ou malheureusement, ça dépend des cas, mais voilà, ça va avec. Rassure-moi, la réalité est quand même assez éloignée de Clerks. Ah non, on est en plein dedans. Non, non, vraiment. Enfin, c'est des fois, t'es obligé d'expliquer 20 fois aux personnes, en fait, un truc que normalement tout le monde comprend en 10 secondes, tu vois. Ou que, bah, tu vois, quand t'as un facing avec 10 fois le même titre, la personne, elle va te sortir les 10 DVD pour voir si le dixième, en fait, c'est pas un film différent. Tu vas voir la personne, tu lui dis non, non, en fait, les facings, c'est tous les mêmes. C'est, voilà, je vous montre, tu lui en montres un, tu lui en montres deux, tu lui en montres trois. Elle fait ok, d'accord. Et puis 5 minutes après, tu la revois en train de sortir les DVD un par un pour voir si tout au fond, il n'y a pas un truc différent qui se cache. Bon, voilà, tu vois. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie du truc. Après, tu vois, enfin, pour conclure, enfin, pour terminer là-dessus, là, on parle de cas un peu, un peu rigolo, un peu foufou, mais heureusement, c'est minoritaire, hein. C'est minoritaire et si c'était ça tout le temps H24, enfin, je deviendrais fou, tu vois. Mais vraiment, clairement, c'est pas tout le temps non plus. 80% de la clientèle, c'est des personnes qui sont vraiment agréables et avec qui tu peux discuter normalement, qui sont curieuses et c'est ça qui fait qu'on aime ce métier en fait. Alors, je me demandais comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube et surtout, est-ce que t'as une formation en vidéo derrière ou t'es complètement autodidacte? Alors en termes de formation, non, vraiment j'ai absolument que dalle. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé grosso modo quand j'étais dans le vidéoclub. J'ai plusieurs clients qui avaient on va dire entre 15 et 25 ans qui me disaient en fait tout ce que tu nous racontes sur le cinéma bis, ça serait bien que tu le fasses mais que tu le fasses en dehors du magasin. Et nous ce qu'on pensait c'est que il faudrait que tu le fasses sur YouTube. Et moi à l'époque, donc on était en 2014-2015, YouTube très clairement ça me passait au-dessus. C'était juste un endroit où j'allais ouais, ok boomer à fond les ballons quoi. Ah, non mais là tu peux y aller, hein. C'est vraiment un truc qui me passait à 15 000 au-dessus parce que pour moi c'était juste un endroit où j'allais voir des bandes annonces et des vidéos un peu marrantes, tu vois. Mais le côté culturel de YouTube, si tu veux, je le connaissais pas. Et le seul vidéaste que je connaissais sans percuter forcément qu'il était sur YouTube, c'est le joueur du grenier. Mais le joueur du grenier, j'allais même pas sur YouTube pour regarder ses vidéos, j'allais sur le site joueurdugrenier.fr, tu vois, et j'allais regarder les petites étoiles en haut à gauche qui se remplissaient, puis quand c'était tout rempli, tac, t'avais une nouvelle vidéo. Mais à aucun moment j'avais percuté que ça pouvait être vu aussi sur YouTube, et qu'il pouvait y avoir aussi d'autres vidéastes qui allaient faire du contenu marrant ou culturel ou quoi. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit, mais en fait, il faut trop que tu ailles sur YouTube, parce qu'il y a tout un monde que tu ne connais pas, et notamment, il y a un vidéaste
c'est obligé que tu adores. C'est un mec qui s'appelle le Fossueur de film. Et franchement, si on met uniquement le son, il y a des moments où on a l'impression de t'entendre parler de films, parce que grosso modo, enfin, vous avez le même âge, vous avez les mêmes influences, un petit peu les mêmes trucs. Et en fait, il a un avis qui est grosso modo le même que toi sur pas mal de films. Donc je suis allé voir, et effectivement oui, c'est vraiment, il y a vraiment des vidéos, très franchement, je ne changerai pas une virgule à ce qu'il a dit. Et d'un côté, j'étais super content que ce truc-là existe, parce que ça donnait en fait une légitimité à ce que moi je pouvais expliquer dans le magasin, ou quand j'expliquais en fait à quel point tel film un peu obscur pouvait être intéressant, pouvait être cool, je voyais qu'il y avait quelqu'un sur YouTube qui tenait le même discours, mais qui lui en fait était écouté par des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Donc il y a des moments, je t'avoue, j'avais un petit peu l'impression de perdre mon temps quand je voyais qu'en face, tu vois, ça matchait pas forcément comme ce que moi je voulais. Et en fait, les vidéos du Fossueur m'ont permis d'appuyer mon discours, et notamment vis-à-vis de toutes les personnes qui n'appréciaient pas forcément tout ce qui était cinéma d'horreur ou cinéma d'épouvante. Je me rappelle que j'ai énormément fait tourner une de ces vidéos dans le magasin, qui était une vidéo sur la peur au cinéma. Et quand on en avait parlé tous les deux, il me disait, mais en fait, si je devais refaire cette vidéo-là, je la ferais totalement différent aujourd'hui. J'ai dit oui, mais probablement, mais tu vois, en fait, en l'état, ta vidéo, elle a été parfaite pour appuyer mon discours, parce que quand j'expliquais en quoi le cinéma d'épouvante, c'était un cinéma qui était passionnant, je mettais ta vidéo derrière, et du coup, ça appuyait en fait ce que je disais. Et après, la personne me disait, ah ok, d'accord, je comprends un petit peu mieux, voilà, je vais pouvoir... je pense que je vais pouvoir commencer à regarder ce type de film qui à la base ne m'intéressait pas, et puis le lendemain revenir me dire finalement c'était cool et tout. Donc vraiment, ça a été, pour moi au début, c'était une espèce de découverte et d'appui pour me permettre en fait de faire découvrir des films aux gens. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'il y avait d'autre. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc pas mal d'autres vidéastes en fait qui parlaient aussi de cinéma sur YouTube, ou même plus largement d'autres choses, tu vois. Et très rapidement, j'ai commencé à regarder s'il y avait une chaîne qui parlait de cinéma bis. À l'époque, je t'avoue que j'en ai pas forcément découvert. Il y en avait, mais qui étaient des chaînes anglophones. Je crois que c'était à l'été 2015. J'avais cette idée de créer une chaîne, mais très franchement, encore une fois, j'ai pas de formation en tant que monteur ou quoi. Vraiment, j'avais aucune connaissance à ce niveau-là. Même si c'est quelque chose qui m'intriguait. Et un soir de canicule à 4h du matin, en plein déménagement, je dormais pas, il faisait 40 degrés dans la piole, j'avais les reins en miettes, je déprimais à fond, c'était une nuit de merde. Et donc je traînais sur YouTube, et je crois que je suis tombé en fait sur une vidéo d'Antoine Daniel, qui était une vidéo de conseils pour se lancer. C'était genre les 10 trucs à suivre si vous voulez vous lancer sur YouTube. J'ai regardé ce truc là parce que c'était 4h du matin et que j'avais rien d'autre à foutre, et j'avais aucunement l'intention de me lancer, c'était juste par curiosité quoi. Et un quart d'heure plus tard, j'étais à fond, j'étais à 300%, et du coup j'ai dit c'est bon, je sais pas comment ça marche, j'y connais rien, mais rien à foutre, je vais le faire. Et donc de 4h jusqu'à 6h du matin, j'ai écrit je crois les 4 premiers épisodes. Et après donc j'ai appelé donc un pote qui est donc la personne qui joue le caméraman dans les vidéos, pour lui parler de ce truc. Il m'a dit écoute, on va le faire, enfin voilà, ça coûte rien quoi. Et on a tourné ça dans les mois qui ont suivi, et entre le moment où la première vidéo donc d'introduction, où j'explique grosso modo ce qu'est le bis, en tout cas à mes yeux, et le moment où j'ai publié la vidéo, enfin le moment où je l'ai mise en ligne, il s'est écoulé minimum je crois 2-3 mois d'hésitation, où la vidéo était prête, mais j'osais pas cliquer pour mettre le truc en ligne, tellement j'étais là à me dire non mais en fait je vais me faire défoncer quoi, les gens vont trouver ça pourri, je suis pas légitime, voilà, le syndrome de l'imposteur que tu peux avoir au début quand tu te lances quoi. Et contre toute attente, les retours ont été plutôt bons, voire même très bons quasiment tout de suite, et je me suis retrouvé à être suivi par des personnes qui m'ont enseigné ce que je sais, tu vois. Des personnes qui sont dans le milieu du cinéma de genre, ou des journalistes, ou des distributeurs, ou des programmateurs, à qui je dois énormément, et les voir en fait s'abonner à ce que j'avais fait après seulement une vidéo. J'étais comme un dingue, j'ai dit putain la vache quoi. Donc voilà, tu vois, je suis allé les remercier.
mais n'empêche que ça te met une pression supplémentaire pour ce que tu vas faire derrière. Et moi qui suis extrêmement maniaque quand il s'agit de vérifier mes sources, je peux te garantir que je les ai vérifiées pas 2 ou 3 fois, tu vois, c'est chaque machin, ça a été vérifié dans tous les sens une dizaine de fois. Et c'est aussi pour ça que mes vidéos mettent du temps à sortir, c'est que vraiment, si j'ai le moindre doute sur ce que j'avance, non, le truc il reste dans le montage et ça bouge pas, quoi. Voilà, mais voilà, c'est parti de ce truc-là. Et puis après, bah, ça a commencé à me plaire. Je me suis pris au jeu et plus les vidéos avançaient, plus je me disais que voilà, il fallait vraiment que j'aille taper dans les trucs vraiment obscurs, parce que des vidéos sur Marvel, sur Star Wars, sur les derniers trucs qui sortent en salle, t'en as plein YouTube. Moi, en tant que consommateur, ça m'intéresse plus. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des trucs, et ça, c'est des machins que je connais par cœur, ou des fois même la bande-annonce me suffit, et j'ai même pas forcément envie d'aller le voir en salle, tu vois. Mais Mathieu, pourquoi tu nous fais pas de réaction aux bandes annonces des Marvel sur ta chaîne? Nous, tes abonnés, on attend que ça. Ah, ouais, mais ça serait pas super intéressant. Déjà, ça serait extrêmement expéditif, et ça serait 30 secondes, 30 secondes d'insultes. Donc, tu vois, enfin, non, vraiment, ça m'intéresse pas. Non, il y a des personnes qui le font très bien, et je laisse ça à d'autres. Non, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les films un petit peu oubliés, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment mon créneau. Donc, je reste là-dedans. J'ai pas forcément envie d'aller ailleurs. Mais tu vois, voilà, donc c'est quelque chose qui m'a plu quasiment tout de suite, mais qui, par la force des choses, s'est trouvé arrêté à partir du moment où le vidéoclub, en fait, a fermé. Donc on était le 31 décembre 2017. Et en janvier 2018, quand j'avais encore les clés du local, j'ai appelé donc mon pote avec qui je tourne les vidéos, en disant: écoute, voilà, je pense que le vidéoclub va se vendre très rapidement. Viens, il faut qu'on tourne un truc en speed, pendant qu'on a encore le local à disposition, quoi. Et donc à ce moment-là, on a tourné donc les 2 dernières vidéos de la chaîne, qui sont une espèce de top fait un peu rapido sur les 20 films les plus foufous que j'avais vus, en tout cas à cette époque. Et c'était les 2 vidéos les plus vues de la chaîne, alors que paradoxalement, c'est les 2 vidéos que j'aime le moins, parce que c'est des tops, et que les tops, très clairement, ça m'emmerde. Mais c'est ces 2 vidéos-là qui ont fait que j'ai pu me faire remarquer un petit peu à droite à gauche. Mais encore une fois, voilà, c'est pas vraiment les vidéos que je préfère. Le truc, c'est que derrière, il y a eu toute la vente du magasin, qui a pris bien plus de temps que ce que j'imaginais, et qui a retardé du montage, qui a retardé énormément de choses. Et donc ces vidéos sont sorties au final en mars 2019, enfin en tout cas la dernière est sortie en mars 2019, soit un an, pardon, et 3 mois après la fermeture du magasin. Donc quand la vidéo, vous voyez les lumières qui s'éteignent, le rideau qui se baisse, tout ça, en vrai ça s'est passé plus d'1 an avant, quoi. Donc voilà. Et là, si tout va bien, si ça prend pas encore de retard, parce que là, logiquement, ça aurait dû sortir bien en amont à cause du Covid, en fait, tout ça a été retardé. Si tout va bien, la chaîne devrait reprendre en septembre. Là, je suis en train d'affiner le montage, et la vidéo, alors le sujet, il y a un petit indice en fait dans la vidéo teaser que j'ai sorti il y a pas longtemps. Oui, je crois que tu l'as saisi, ouais. Et ça va être un monstre qui va faire bien 40-45 minutes. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Mais voilà, j'ai quand même hâte de revenir à ce truc-là, parce que très clairement, c'est quelque chose qui me manque. Et ouais, encore une fois, c'est quelque chose dont c'est pas forcément le genre de film qu'on voit fréquemment sur YouTube. Donc voilà, il y a quelque chose à faire, quoi. Bon, bah, merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'ai hâte de voir ton retour sur YouTube, et merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette série d'entretiens.